Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais, dans cette première partie consacrée aux épidémies, à la manière dont les sociétés ont subi l'épidémie, vous parler du monde romain face aux épidémies. Et je vais m'intéresser à deux périodes particulièrement, la période républicaine et le Haut Empire, c'est-à-dire, pour refixer dans la chronologie, la République romaine qui naît en 509 avant notre ère et le Haut Empire. Je vais m'intéresser principalement aux 2 premiers siècles de notre ère. Et dans cette présentation, donc, je vais essayer, à partir de documents que nous allons étudier rapidement, de noter 3 manières qu'ont eu les Romains de réagir face aux épidémies. Première manière, on le verra, ce sera une manière religieuse, une réaction religieuse. Deuxième manière, réaction politique. Et enfin, troisième manière, comment une ville comme Rome, urbanistiquement, pourrait-on dire, réagit à une épidémie, à une maladie de masse. Et à chaque fois, de ces 3 points, j'essaierai de montrer, à travers les textes, à travers les documents, qu'est-ce que ces documents peuvent nous dire de la manière dont les anciens avaient, de concevoir l'épidémie. Alors le premier document que je voulais analyser, est un texte de Tite-Live. Je le commente rapidement. Donc c'est un texte de Tite-Live qui nous place en 433 avant notre ère. Et en cette année 433, le texte nous dit qu'une pestilentia, alors qu'on a l'habitude de traduire par peste, mais comme l'a dit Monsieur Bertrand juste avant moi, en réalité, on a un peu tendance à appeler dans les temps anciens peste toutes les maladies qui se répandent rapidement et largement sur une large zone géographique. Les connaissances scientifiques, les connaissances médicales ne sont pas assez poussées pour pouvoir distinguer parfois chacune de ces épidémies qui, dans certains cas, se ressemblent. Alors cette peste de 433 qui arrive à Rome, touche, nous dit le texte, dans un désastre immense, donc indistinctement, les hommes et le bétail. Alors, qu'est-ce que je peux dire à propos de ce texte ? D'abord, c'est une spécificité des sources anciennes. On ne peut pas toujours, à partir de la description qui nous en est donnée, déterminer quel type de maladie a touché la société donnée. Je l'ai dit à propos du terme de peste, qui est employé de manière générique, mais les symptômes qui sont décrits sont parfois trop vagues pour que les spécialistes actuels, les médecins, puissent déterminer avec précision quelle était la maladie, ce qui fait qu'on a parfois discuté pour savoir quelle était la nature des différentes vagues épidémiques dont nous parlent les textes. Est-ce qu'il s'agit ici d'une épizootie, autre terme qu'a défini tout à l'heure Monsieur Bertrand ? Pas forcément, puisque, comme nous l'indique le texte, ces décès, donc ces morts de bêtes, du bétail, peut aussi être dû au fait qu'il n'y a plus d'hommes pour s'en occuper. La suite du texte dit qu'un des dangers qui menacent en plus de l'épidémie est la famine. Quand un certain nombre d'individus sont morts, que les populations ont été décimées, évidemment, il n'y a plus personne pour s'occuper des champs. Ce sont des sociétés, la société romaine est une société qui est extrêmement dépendante de la production agricole, évidemment. Et une épidémie peut avoir une sorte de contre-coup, au-delà même de la maladie, qui est la famine. Alors, quelle est la réaction qu'ont eu les Romains dans cette situation, dans la situation de l'épidémie de 433. Cette épidémie, d'après le petit texte de Tite-Live que je vous ai donné, elle est double, elle est à la fois politique et religieuse. Alors, je vais revenir d'abord sur la question religieuse avant de passer à la question politique. Et vous verrez que de toute manière, les deux sont liés, comme souvent dans l'Antiquité. Alors, cette manière religieuse de réagir, quelle est-elle ?
Le texte nous dit que les Romains ont un réflexe dans ce moment-là. Ils vont consulter des livres qui sont ceux qu'on appelle les livres sibyllins. Alors en quelques mots, qu'est-ce que c'est que ces livres sibyllins? Ce sont des livres qui, comme leur nom l'indique, ont été vendus à l'État romain par une sibylle, la sibylle de Cume, donc une ville qui est tout proche de Naples. Et dans ces livres, les Romains trouvent des réponses à un certain nombre de problèmes, et on sait, quand on cumule les sources, que les épidémies est un des problèmes dont on va chercher la solution dans les livres sibyllins. Ces livres sibyllins, donc, ils sont consultés par un collège de prêtres qui, en 433, vous le voyez dans le texte, s'appelle des douumvirs. Ça veut dire que c'est un collège de 2 prêtres qui sont spécifiquement chargés de consulter ces livres sibyllins. Ces livres sibyllins, qu'est-ce qu'ils conseillent? Ils conseillent d'élever un temple à Apollon, un Apollon qui prend le nom d'Apollon médecin, Apollon Medicus, qui est élevé donc en 433, enfin qui est voué, il est promis à Apollon en 433, et la dédicace de ce temple a lieu 2 ans plus tard, en 431, sur le champ de Mars à Rome. Alors, première réaction religieuse dont je viens de parler. Comme je l'annonçais tout à l'heure, je vais aussi étudier ce que ça nous dit de la manière dont les anciens conçoivent les épidémies. Cette réaction religieuse, elle peut avoir 2 lectures. Première lecture, l'épidémie est considérée comme un signe des dieux. Elle est considérée comme un signe envoyé par les dieux pour signaler une faute des hommes. Vous remarquez que dans le texte, il est question du courroux des dieux. En latin, c'est ira, la colère, deorum. Et il se trouve que cette expression de ira deorum, elle est employée régulièrement chez Tite-Live pour désigner des épidémies. Et quasiment exclusivement pour désigner des épidémies. Donc, première lecture, l'épidémie est considérée comme le châtiment envoyé par les dieux, un signe envoyé par les dieux que quelque chose se passe mal. Alors c'est une lecture qui est appliquée sur le long terme, sur le long temps plutôt, dans le monde romain, puisque je rappellerai une épidémie qui a eu lieu en 65 de notre ère, qui est attribuée au crime de Néron, puisqu'on est sous le règne de Néron à ce moment-là. Donc les Romains, pour chercher à détourner l'épidémie, à la faire disparaître, se tournent vers les divinités qu'il s'agit d'apaiser, et là c'est ce qui se passe avec Apollon. Et c'est comme ça qu'au cours de l'histoire de Rome, on voit plusieurs divinités qui sont plus ou moins spécialisées dans la guérison. J'ai parlé d'Apollon médecin, mais c'est aussi le cas de la divinité Esculape, qui est la divinité d'Épidore en Grèce, qui est installée à Rome en 293 avant notre ère, sur l'île Tibérine. Alors pour ceux qui connaissent Rome, vous pouvez remarquer l'exceptionnelle longévité de la fonction médicale de l'île Tibérine, puisque aujourd'hui encore il y a un hôpital installé sur cette île à Rome. Bon, ça date de au moins 293 avant notre ère. Donc, première réaction, à demander aux divinités de détourner leur courroux et de réparer la faute qui a été commise envers elles. Mais il y a... pour terminer quand même sur cette question des signes, toute épidémie à Rome n'est pas un signe. Comme tout orage, tout phénomène extraordinaire n'est pas un signe. Il y a une grille de lecture qui comporte par exemple l'exceptionnelle extension géographique ou sociale de la divinité, mais aussi des caractères qui peuvent paraître anormaux. Alors je vous présente ici un petit texte à nouveau de Tite-Live où les hommes ne comprennent pas l'origine de l'épidémie. Alors ils imputent ça au climat, mais c'est pas suffisant. Ils imputent ça donc à... ils ne connaissent pas la cause. Donc l'épidémie est aussi une maladie dont la cause n'est pas, est difficile à déterminer. Et dans certains cas, mais dans certains cas seulement, on considère que cette épidémie est un présage, c'est-à-dire un signe envoyé par les dieux. Vous voyez, dans cette autre épidémie dont nous parle Tite-Live, en 180, ce qui fait qu'on finit par considérer cette épidémie comme un présage, c'est que les chefs de la cité, les magistrats qui gouvernent, sont eux aussi frappés par l'épidémie. Alors à ce moment-là, on se dit « Ah,
c'est un signe qui est envoyé à la cité entière, et on finit par considérer l'épidémie comme un présage. Mais je nuance, ce que je suis en train de faire, c'est de nuancer la lecture religieuse de l'épidémie dans l'Antiquité. Toute épidémie n'est pas forcément un signe des dieux. Bien. Deuxième manière de lire, toujours dans cette partie religieuse, l'épidémie, les divinités ne sont pas forcément actives. Je veux dire, ce n'est pas forcément elles qui envoient l'épidémie. L'épidémie n'est pas forcément un signe ou une punition, une manifestation de la colère des dieux. L'épidémie peut aussi être, dans l'esprit des Romains, un phénomène naturel, un phénomène qui dépasse largement les hommes parce qu'ils n'en comprennent pas les causes. Je reviens à ce petit texte de Tite-Live. Mais c'est un phénomène qui manifestement dépasse les capacités humaines, et c'est pour cela qu'on se tourne vers les dieux. Donc, nouvelle réaction religieuse, mais qui, vous voyez, relève pas exactement de la même logique. Les divinités sont des citoyens à part entière de la cité, mais des citoyens surpuissants qu'on peut solliciter pour se débarrasser de l'épidémie. Voilà pour ce premier point qui concernait la réaction religieuse aux épidémies. Réaction religieuse que j'ai essayé de nuancer. Hein. Les Romains n'ont pas une attitude fataliste continuellement face à leur divinité. Deuxième texte que je voudrais étudier, et cette fois-ci, je vais me focaliser donc sur la réaction politique, en particulier des Romains face aux épidémies. Cette analyse politique, elle permettra aussi de regarder la manière dont les Romains conçoivent la nouveauté de l'épidémie. Puisque, comme l'a annoncé M. Bertrand tout à l'heure, l'épidémie, c'est aussi quelque chose qui surprend par sa nouveauté. C'est une maladie qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vue depuis longtemps, qui surprend par sa soudaineté et par le fait qu'elle vient s'installer dans une zone donnée. Hein. Épidémie, c'est ce que ça veut dire en grec, c'est celui qui s'installe dans une zone. Alors le texte de Pline l'Ancien que je vous ai donné là, alors Pline l'Ancien c'est un auteur du 1er siècle de notre ère qui est connu malheureusement pour lui par la date de sa mort. Il est mort dans l'éruption du Vésuve, donc en 79 de notre ère, et ce Pline l'Ancien est ce qu'on pourrait appeler un encyclopédiste. Il a écrit une très vaste œuvre qui s'appelle l'Histoire naturelle, qui ressemble tout à fait à une encyclopédie telle qu'on la conçoit de nos jours, c'est-à-dire il traite de tout, des plantes, des pierres, des arts, des métaux, etc. Et il traite en particulier des maladies. Et dans le livre 26, au début du livre 26, il s'intéresse aux maladies nouvelles et il essaye d'en définir certaines. Ce qui est intéressant ici, c'est que Pline se fait l'écho d'une discussion savante qui existe à son époque, dont on a la trace par un autre auteur de langue grecque cette fois-ci, mais qui s'appelle Plutarque, qui est celle de « Est-il possible de parler de maladies nouvelles ?» Il y a tout un dialogue de Plutarque, c'est des dialogues qui sont censés être des conversations de table hein, entre gens savants et érudits. Il y a tout un dialogue de Plutarque qui est consacré à cette question, est-ce qu'il peut y avoir des maladies nouvelles? Alors les réponses sont diverses, c'est non, en réalité il n'y a pas de maladies nouvelles, c'est simplement des états paroxystiques hein, de maladies qui existaient déjà. Mais la maladie a toujours été là, ou au contraire, non, les médecins anciens n'ont pas décrit cette maladie, donc cette maladie est nouvelle, elle arrive dans le territoire de manière nouvelle. Pline, lui, s'insère dans ce genre de débat en parlant clairement de maladies nouvelles et en essayant de les décrire. Alors la maladie qu'il décrit ici est une maladie qui n'est pas aussi grave que la pandémie de peste ou les grandes pandémies extrêmement meurtrières, puisqu'il est question d'une maladie de peau qui se transmet, vous allez le voir, c'est de manière assez étonnante, par le baiser que se donnaient les aristocrates romains
qui était le baiser de salutation, et donc qui transmettait cette maladie. Alors, ce qui est intéressant dans la démarche de Pline, vous le voyez, c'est que, un peu à la manière moderne, il cherche, on pourrait dire, si on transcrivait en termes contemporains, le patient zéro, au moins le patient zéro romain, qu'il identifie comme un scribe, donc le secrétaire, si vous voulez, d'un questeur, qu'il l'a ramené de la province d'Asie, qui correspond à la Turquie actuelle. Et Pline essaye, au-delà de ce patient zéro, donc chevalier romain de Pérouse, scribe, donc secrétaire d'un questeur, il essaye de remonter à l'origine de cette maladie, qui serait peut-être issue d'Égypte. Bien. Pline, dans cette étude de la maladie nouvelle, essaye aussi de la décrire de manière extrêmement historienne, je voudrais dire, puisqu'il en cherche le point de départ, le règne de Tibère, et il cherche à noter son expansion sociale. Cette expansion sociale, il note que donc, elle ne touche que les classes supérieures et les hommes des classes supérieures. Encore une fois, pourquoi ? Parce que c'est une coutume donc propre à ce groupe de la population de se saluer par un baiser. Alors où est la réaction politique là-dedans ? La réaction politique, elle est que il s'agit absolument de préserver cette classe de la population puisque c'est celle qui gouverne. Donc l'empereur Tibère prend un édit qui interdit les embrassades. Ça nous rappelle un peu des choses, des consignes que maintenant on a bien intégrées. Interdit ce type de salutation particulière parmi les élites masculines de la société romaine. Si vous remontez à l'épisode que j'ai commenté tout à l'heure de Tite-Live en 433, qu'est-ce que fait l'État romain ? L'État romain interdit aussi, reporte les assemblées politiques. Pourquoi ? Parce qu'à Rome, on ne vote pas de manière séparée comme on peut le faire aujourd'hui, mais on réunit en assemblée générale le peuple pour le faire voter. Et donc, on évite ces rassemblements. Le texte que je commentais tout à l'heure disait que toutes les affaires étaient reportées à l'année suivante pour éviter ces rassemblements. Alors même si, dans le contexte de 433, il y a quelques ruses politiques de la part des patriciens, au moins, on a cette réaction politique de la part de Rome. Dernier point que je voulais aborder, et ce sera la réaction urbanistique face aux épidémies. Alors, l'épidémie, c'est on pourrait la définir aussi par un épisode de mort de masse. Texte de Julius Obsequens qui nous parle d'une épidémie qui a eu lieu en 175 avant notre ère et qui nous dit que à ce moment-là, donc les services funéraires de la ville de Rome n'y suffisent plus, qu'il y a des cadavres dans les rues. Et d'ailleurs, il note que l'épidémie est vraiment grave puisque même les charognards ne s'occupent pas de ces cadavres. Donc c'est une marque d'ailleurs qui fait prendre cette épidémie pour un présage. Bon. Une ville comme Rome, c'est une ville qui est au tournant de notre ère et on estime sa population à 1 million d'habitants. C'est absolument gigantesque et hors de toute mesure par rapport à toutes les autres cités du monde méditerranéen. Bien. Cette ville a déjà en temps normal une mauvaise réputation puisqu'il y a eu un courant historiographique qui estimait que la ville de Rome était une ville mouroir, c'est-à-dire une ville dans laquelle les conditions de vie étaient tellement mauvaises qu'elle consommait en quelque sorte les hommes qui venaient s'exiler à Rome, une sorte d'exode rural, et qui mouraient en masse. Alors cet effet avait un nom anglo-saxon, on appelait ça l'Urban Graveyard Effect, donc l'effet de cimetière urbain. Bon. C'est une vision qu'on a tendance à abandonner aujourd'hui en réhabilitant un peu les conditions de vie à Rome, mais il n'empêche que dans la situation qui nous concerne, les morts de masse, ça devait poser un certain nombre de problèmes. Alors, pour terminer, le dernier document que je voudrais présenter est issu de fouilles récentes qui sont menées en particulier par des équipes françaises dans une catacombe qui s'appelle la catacombe de Saint-Pierre et Marcellin, qui n'est pas très connue à Rome, qui ne se visite pas, c'est une des raisons pour lesquelles elle n'est pas très connue, dans laquelle on a trouvé intact pour une fois des sépultures de masse.
C'est-à-dire non pas ce qu'on a l'habitude de trouver dans les catacombes, c'est-à-dire des petites places pour intégrer les cadavres ou des petites chapelles familiales, mais de vastes pièces dans lesquelles, vous voyez à quoi ça ressemble sur l'image en haut à gauche, donc qui est un empilement d'ossements. Ce qui est intéressant dans cette catacombe, c'est que d'après les techniques archéologiques, c'est les techniques archéologiques qui nous ont montré ça, ces cadavres ont très certainement été déposés ensemble, au même moment. C'est un dépôt donc de masse de défunts, dont le dépôt donc est très peu, il y a très peu de temps entre les premières dépositions et les dernières dépositions. Par ailleurs, les os ne montrent pas de traces de mort violente, par exemple. Donc on n'est pas dans un épisode guerrier, on n'est pas dans un épisode d'invasion, par exemple. Et les archéologues qui ont fouillé ces tombes font l'hypothèse donc d'une épidémie qu'ils ne savent pas forcément dater, puisque la datation de ces chambres s'échelonne du 1er au 3e siècle de notre ère. Donc il faut peut-être imaginer des épisodes de mort de masse, alors ne parlons peut-être pas d'épidémie à ce moment-là, mais de mort de masse qui touchent la ville de Rome de manière assez régulière, avec quelques pics comme les pestes dont on a parlé tout à l'heure, à savoir la peste d'Antonin ou la peste de Justinien. Ce qui est intéressant aussi dans ces nouvelles fouilles, c'est donc non seulement le fait que ce soit des dépôts de masse, mais pour autant que l'on puisse déterminer le statut social des gens qui ont été enterrés, il est visiblement assez mêlé. On a retrouvé un certain nombre alors un tout petit nombre, ce qui prouve certainement que ces gens ont été enterrés rapidement, mais de matériaux plutôt précieux. En tout cas, c'est comme ça que c'est interprété pour l'instant, autour des cadavres. Donc, un épisode de mort de masse qui touche largement la population. Entre guillemets, on n'est pas dans une fosse commune de personnes qui n'ont pas la possibilité de se financer un tombeau. Voilà, à travers ces quelques documents, j'ai essayé de vous présenter 3 manières qu'ont les Romains de réagir aux épidémies, aux phénomènes de mort de masse. Et je vous remercie pour votre attention.